Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Monsieur, bonjour. Présentez-vous. Je suis Chile Yacouba, ancien comptable du Trésor, avec 38 années de service au sein de plusieurs établissements publics nationaux, y compris en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Ah, intéressant ça. Vous avez été en service en Côte d'Ivoire dans plusieurs villes ou bien seulement à Abidjan? À l'étranger aussi. On peut citer juste par curiosité les localités ici comme à l'étranger. Bon, j'ai commencé par Paris, où j'étais agent comptable secondaire pendant 13 ans, c'est-à-dire dans l'EPN qu'on appelait le Centre de commerce international d'Abidjan, mais la section de l'Europe qui couvrait Milan, Bruxelles, Bonn et Paris. J'ai passé 13 ans là-bas, de 1985 à 1998. Rentré à Abidjan, après ma mission d'Europe, j'ai travaillé au CRPLD, c'est-à-dire le Centre de formation pour la lutte contre la drogue, une section de la police. Et de là, je suis allé au FDFP, au Fonds de développement de la formation professionnelle. De là à l'ONS, l'Office national de sport. De l'Office national des sports, je suis allé à l'Université de Bouaké. L'Université de Bouaké, j'ai terminé à l'INPAS. Une riche carrière professionnelle. Voilà. Alors aujourd'hui, après tant d'années d'expérience, tant d'années de pratique du métier de comptable, si vous avez une définition de l'agent comptable du Trésor, c'est qui? C'est le conseiller, c'est l'expert, c'est le manager, parce qu'on sent que vous avez tout ça dans votre capacité d'action. C'est quoi? Ou bien c'est qui l'agent comptable du Trésor pour finir? C'est qui? Comment on peut définir, sur la base de votre expérience, l'agent comptable du Trésor? C'est un manager, c'est un conseiller, c'est un expert? Parce que là, on vous entend parler, on sent qu'il y a du volume derrière. Bon, je peux vous dire que l'agent comptable du Trésor, c'est-à-dire des EPN, Zoom avant. l'agent comptable du Trésor des EPN, c'est un comptable public. Il doit avoir de l'expérience, il doit avoir de la rigueur, il doit avoir de l'intégrité et de l'humilité dans son travail et la loyauté envers les services de l'État. En fin de carrière, quand Dieu donne la santé, je pense que on peut être amené à conseiller les jeunes qui commencent leur carrière, puisque je pense qu'on a assez d'expérience. Monte un peu la caméra. Monte un peu. Très bien. Ça, le partage d'expérience, je sens vraiment. Alors, nous allons parler un peu de la spécificité des EPN, qui est un peu votre spécialité. Zoom arrière. Voilà, là c'est bon. Tu as le point. Ok. Moteur. Ça tourne. Tu peux arrêter puis continuer quand on reprend. Non, je n'ai pas coupé. D'accord, ok. Alors, Donc il a le questionnaire qu'on lui a donné. le premier Il faut que tu aies. parlant, à votre époque, c'était révolutionnaire comme gestion, enfin, comme déjà spécialité des EPN, ou bien c'est une pratique courante, la gestion des EPN? Parce que en vous entendant parler, on a l'impression que c'était l'expert des EPN qui se déplaçait chaque fois. Parce que toutes les structures que vous avez citées sont des structures qui comptent dans la casserole, dans l'assiette de la comptabilité publique. Les EPN ont-ils une gestion à part
ou bien c'est la pratique courante? La gestion des EPN est différente de la gestion de l'État. Il y a une comptabilité spécifique. Et ça consiste en quoi, ces spécificités? Ça consiste à faire la séparation entre l'ordonnateur et l'agent comptable. À l'époque, avant 1982, les EPN géraient les fonds comme dans le privé, c'est-à-dire c'est le directeur général qui prenait les engagements et il était le payeur en même temps. Mais depuis 1982, l'État a décidé d'envoyer des payeurs dans les EPN pour régler le problème financier. D'envoyer des payeurs? Voilà, auprès des EPN, des agents comptables auprès des EPN pour la gestion financière. C'est-à-dire, le DG de la structure devient maintenant ordonnateur et il y a le comptable public. Voilà. Il n'y avait pas de bicéphalisme souvent dans les rapports? Au début, il y avait des frictions, mais à la force des choses, tout est rentré dans l'ordre. Alors nous allons revisiter un peu les différents DG, l'organigramme de la direction générale avec vous. Vous avez été sous combien de DG? Est-ce qu'on peut les citer? Bon, j'ai commencé avec le DG Diaroma, après Ngolo Koulibaly, Christian, le DG Christian, Kofi. Le DG Tibissal, le DG il y a eu Tibissal, il y a eu Assaoure, il y a eu Konadama, il y a eu Madame Didier Maman. Voilà. Alors de tous ces DG, le nom de M. Dibi ressort souvent, à Saoré et bien d'autres en termes d'innovation. Quelles sont les innovations, les grands changements que vous avez vu opérer ici au Trésor? Ce que je peux vous dire, le grand changement a été opéré par le DG du bureau officiel. Parce que dès sa prise de fonction, nous avons fait un séminaire à Yamoussoukro en 2001 sur la bonne gouvernance. C'est ce qui a permis de relancer toutes les structures du Trésor. Et ça a été une continuité jusqu'à aujourd'hui. En termes d'innovation, on peut avoir quelques détails. Peut-être que vous aviez des rencontres hebdo, ensuite c'est passé à des rencontres mensuelles ou vice-versa. Quelques petites innovations stratégiques que vous avez. Bon, les innovations, il y a eu la carrière, de l'agent du Trésor. Il y avait un profil de carrière bien établi. Voilà, il y a eu un profil de carrière bien établi. Il y a eu le matériel attribué comme il le faut pour le travail. Il y a eu l'augmentation des remises. En tout cas, pas mal de choses. Il y a eu des études de guides pour le payeur, pour le fournisseur et de la documentation comptable pour amener à mieux travailler. Voilà, vous avez fait du chemin. Alors nous allons revenir ici des questions un peu intimistes. Quel est votre plus grand souvenir de toutes ces 38 années de carrière professionnelle? Le plus grand souvenir, c'est ma participation au séminaire de 2001, qui a été très bénéfique pour le Trésor public.
Ce séminaire, décidément, il a été assez révolutionnaire dans sa forme. Avant ça, c'était un peu difficile. Ouais. Un peu difficile. Parce qu'il n'y avait pas de profil de carrière. Le matériel de travail n'existait presque pas. Alors moi, je suis un jeune agent du Trésor, ou bien je suis un fonctionnaire, je rêve de venir au Trésor. Quel conseil vous pouvez me donner pour que je sois un bon produit et que je sois assez représentatif de ce qu'est le Trésor? Le conseil d'un aîné aux jeunes générations. D'abord, pour aimer le travail. Respecter la hiérarchie. Être loyal. Être intègre. Et chercher à se former davantage de tous les jours. Voilà. Mais si ça, c'est un conseil bien aimé. On revenir un peu sur votre parcours. Vous avez fait l'université d'Abidjan ou bien ailleurs jusqu'à démarrer au Trésor. Pourquoi le Trésor? Racontez-nous un peu votre parcours professionnel. Bon, mon parcours, je l'ai commencé en 1982. J'ai entré au Trésor en tant que fondé de pouvoir de l'agence comptable du CCIA. Et 3 ans après, j'ai été nommé agent comptable secondaire du CCIA Europe. Je l'ai pratiqué pendant 13 ans. À mon retour à Abidjan, on m'a nommé agent comptable du CRTLD, une entité de la police. Dont vous avez parlé tout à l'heure. Voilà. Et de là, je suis allé au FDFP, du FDFP à l'ONS, de l'ONS à l'université de Bouaké, de l'université de Bouaké à l'INPAS. Vous avez terminé. Voilà. Alors, l'agent comptable du Trésor, il est souvent en relation avec des personnes qui ne sont pas du Trésor. Donc, il peut arriver que vous ayez des ordres un peu différents en termes hiérarchiques. Comment est-ce que vous avez réussi à dompter ou bien à contourner toutes les difficultés, souvent des pesanteurs, d'ordre financier et autres? Comment est-ce que vous avez réussi? Est-ce que ça existe d'abord comme difficulté? Ou comment vous avez réussi à les résoudre? Parce que le plus souvent, l'agent comptable est confronté à des difficultés face à l'ordonnateur qui ne comprend pas très bien le système de la comptabilité publique. Donc, il faut amener l'ordonnateur à se cultiver dans ce sens. À se cultiver dans ce sens pour que vous arriviez à vous comprendre. Parce que s'il ne connaît pas les règles de la comptabilité publique, c'est normal qu'il y ait toujours des problèmes. Donc, aidez-le à comprendre le système comptable. Et souvent même le Trésor même fait des séminaires avec les ordonnateurs pour leur apprendre les critères de la comptabilité publique. Voilà. Vous, après, c'est votre expérience et votre maîtrise qui vous a permis de sortir. Est-ce que vous pouvez nous raconter un cas de difficulté d'incompréhension que peut-être vous avez vécu? Alors, là, j'en ai eu plusieurs, hein. Mais je me suis en sorti. Le cas à Bouaké, quand le DG m'a affecté à l'université de Bouaké, j'ai pris fonction. Et c'était sous le DG du buc officiel. Il m'a dit, si je t'envoie à Bouaké pour travailler. J'ai dit, ok, pas de problème, patron. Quand je suis arrivé, il m'a fait un approvisionnement de 300 millions que je commence à régler les factures. Quand je suis arrivé, après ma passation de service, j'ai vérifié toutes les factures en instance de paiement et j'ai trouvé qu'il y avait des factures qui avaient besoin de marché public. Donc ça, j'ai rejeté.
Maintenant, j'ai payé toutes les factures qui étaient en bonne et due forme. Et celles que j'ai rejetées appartenant à un fournisseur que j'ai convoqué, il a dit, je lui ai donné l'objet du rejet de la facture. Il lui a même indiqué comment il pouvait faire pour résoudre son problème. Il a dit d'appeler la direction des marchés publics et arrivé là-bas, il pouvait résoudre son problème. Il m'a dit d'accord. La guerre est venue nous trouver à Boaké. Nous sommes venus à Abidjan. Il m'a relancé encore pour son paiement. J'ai refusé. À ma grande surprise, je suis convoqué à la direction générale du Trésor. J'y vais, je trouve dans la salle de conférence le DG du Kofi, le DG à Konadama et la dame. J'ai dit maman, il y avait mon directeur de la fraternité parapublique, il y avait un conseiller, il y avait le fournisseur, il y avait l'envoyé du fournisseur, il y avait le comptable dans cette salle. Donc, le DG a posé la question au fournisseur qui a dit que moi j'ai refusé de payer ses factures. Simplement, sans donner les raisons. Et quand le DG m'a passé la parole, il a dit je vous remercie DG. Mais voilà un monsieur, lorsque je suis arrivé à Boaké, je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. J'ai réglé toutes les factures. J'ai rejeté certaines factures parce que ces factures valaient marcher. Et je lui ai dit de régulariser. À ma grande surprise, je me vois convoqué par vous pour m'entendre. Donc, le DG a commencé à dire, mais il s'est adressé au fournisseur. Il a dit, mais monsieur, c'est à cause de vous que j'ai créé le guide du payeur. Il est partout. Allez-y vous procurer ça et puis lisez. Arrêtez de fatiguer mes comptables. La séance est levée. C'est ainsi qu'il m'a appris. Nous sommes allés dans son bureau. Il a appelé M. Kadio Boni. Il dit approvisionner M. Chilieu d'un montant de 400 millions de francs CFA pour qu'il règle ses factures. Voilà. Il était fier. Vous êtes sorti grandi. Grandi. Alors, au niveau des EPL, est-ce qu'il y a eu des réformes majeures? Des choses qui se faisaient avant, et puis dans l'évolution des choses, au fil des années, vous avez senti que des réformes ont été mises en place? Oui, il y a eu des réformes, il y a eu des changements. Bon, à l'heure actuelle, au départ, nous étions sur des livres comptables qu'on remplissait à la main. Aujourd'hui, c'est l'heure de la digitalisation. Donc, c'est une grande réforme aussi. Voilà. Tout se fait en ligne. Tout se fait en ligne maintenant. Voilà, en ligne. C'est une grande réforme. Est-ce que vous n'avez pas souvent des regrets sur des questions de chantier inachevés ou bien des projets que vous aurez bien voulu terminer? Est-ce qu'il n'y a pas des chapitres qui manquent à ce niveau? Non, à ma Il n'y a pas de connaissance. projet que vous aurez bien voulu voir faire ou bien faire vous-même? Non, à ma connaissance, non, pas pour l'instant. Alors, les EPN, de tous les EPN que vous avez servi, lequel vous a le plus marqué? Lequel dont vous êtes le plus fier aujourd'hui? C'est l'Europe où j'ai servi. Parce que là-bas, j'avais apporté de l'innovation. J'ai informatisé les services. Voilà. Alors, en termes de conseils pour les agents comptables des EPN, des gens qui sont vraiment dans le profil de carrière, qui sont dans le
cœur de votre métier. Oui. Quel conseil vous pouvez leur donner à ces agents spécifiques? Parce que vous Le avez conseil une que je carrière. peux leur donner, c'est que dans l'exercice de leur fonction, ils soient très courtois. C'est très important la courtoisie. Qu'ils cultivent l'humilité dans le service, la rigueur et la compréhension. Et se cultiver lui-même encore en plus. Voilà. Votre carrière professionnelle mérite un livre ou bien un mémoire, hein, parce que là, c'est tellement riche, c'est tellement dense. Vous y pensez souvent d'écrire un livre ou bien faire sortir des mémoires? Non, je préfère me mettre à la disposition du Trésor comme consultant, ou bien conseiller. Bien vrai que j'ai encore la bonne santé, Dieu merci. Actuellement, je milite dans l'association des retraités du Trésor public de Côte d'Ivoire, dans laquelle je suis le conseiller spécial du président. Voilà. Et en même temps, je suis dans l'association des retraités de Cocody. Je suis un membre actif. En tout cas, merci beaucoup. Okay. Une autre question? Votre rapport avec chacun d'eux, peut-être vous avez fréquenté SCT, vous connaissez Parce SCT que qui lui, il a n'était dit pas encore. que depuis Oumar Diarra, Oumar Diarra, oui, le premier. depuis... Tous ceux qui ont succédé comme DG, vous les avez vus gravir des échelons, vous avez des anecdotes. D'accord. De ton côté, Pourquoi pas régulièrement, à cause de la hiérarchie. C'est par moment, quand il y a des difficultés, qu'on vous convoque. Sinon, vous n'avez pas de lien direct avec les DG. mais vous connaissez certains en dehors des heures de travail, enfin, est-ce que certains parmi les DG, Dibi, Assaoré, Ngolo, vous avez des rapports, vous connaissez certains comme ça? Oui, avec le DG Diarra, lui, il me convoquait celui à la maison à 6h du matin pour les séances de travail. Ah, mais ça c'est intéressant. Ça c'est pas là, ça c'est des... Attendez, Ça, c'est important. mais là vous étiez dans l'intimité familiale, puisque là c'était vraiment un rapport de confiance publique. Mais ça, on savait. Comme je savais. Ça, c'est en fait ce qui est... Hein? Je veux dire les spécificités. Faut pas penser ça. Ok. En fait, pour voir la dame. Oui, d'accord, pas de problème. Même pas tête. Rapidement, assieds-toi. Alors, Je disais qu'avec le DG Diarra, il y avait eu un moment de crise, au sein du CCIA. Donc, il me convoquait à son domicile pour m'entendre. On prenait le petit déjeuner ensemble à 6h du matin avant d'aller au travail. Voilà. Avec Onadama, on voyageait souvent pour aller en vacances. Avec le DG du Kofi, il m'appréciait. Quand il me voyait dans le costume, il me disait, mais tiens, tu as un beau costume là. ouais, monsieur, vous étiez coté auprès des responsables. C'est dû à quoi? Comment ce que vous avez dit, les valeurs de courtoisie, d'humilité, c'est ce que vous caractérisez? C'est dû au travail. Quand vous servez bien, vous êtes aimé. Quand vous servez mal, vous n'êtes pas aimé. Valorisez-vous par votre travail. C'est tout. Aujourd'hui, avec du recul, qu'est-ce que vous constatez comme peut-être insuffisance, ou bien s'il y a des observations, des choses à améliorer? C'est la loyauté dans le travail des agents.
respect de la hiérarchie. Voilà. Merci beaucoup. Merci vraiment pour votre contribution, pour votre témoignage. Je vous remercie. Je peux avoir votre numéro? Oui, 07 47 19 15 71. Merci beaucoup. Merci. Patoun. Alors, monsieur Siloué, Oui. Alors, monsieur Siloué, vous avez fait toutes vos études en Côte d'Ivoire, vous avez travaillé à quel âge? Pour mes études, j'ai commencé en Côte d'Ivoire et j'ai terminé en Europe. Pendant ma carrière, c'est-à-dire, j'ai commencé tout petit, c'est-à-dire avec un BEP, un brevet d'études professionnelles. Quand j'ai été nommé comme agent comptable secondaire Europe, du CCIA, j'ai continué mes études parallèlement à ma carrière. J'ai fait un BT, un brevet de technicien en France. Après, j'ai fait un BTS, un brevet de technicien supérieur. C'est ce qui a valu au grade d'attaché des finances par concours d'intégration. Voilà. Et une chose, j'ai été nommé en 1985 comme le premier agent comptable à l'étranger. Parce qu'à l'époque, il n'existait pas d'agent comptable à l'étranger. Et moi, j'ai été le premier. C'est à la suite que le Trésor a commencé à envoyer des payeurs dans les ambassades. Sinon, ça n'existait pas. C'était des comptables des affaires étrangères qui géraient tout ça. Et vous avez travaillé à quel âge? J'ai commencé à travailler à 22 ans. J'ai fini mes études à 21 ans et j'ai commencé à travailler à 22 ans. Largement en dessous de la moyenne de l'époque. Voilà. Et comme je l'ai dit, j'ai commencé avec un BEP professionnel. Et j'ai gravi les échelons. C'est cela que je donne comme conseil qu'ils apprennent, qu'ils se forment. Que chacun se forme. Merci beaucoup. Satoun. Bonjour maman. Bonjour monsieur. Nous allons causer un peu du trésor, de l'histoire du trésor, votre contribution. Vous avez été choisi parmi les personnes qui peuvent relater au mieux leur passage au trésor et surtout nous aider à comprendre comment cette belle administration s'est mise en place. En tout cas, bravo pour votre carrière professionnelle parce que sur des milliers de personnes, votre nom a jailli. Ok, présentez-vous. Merci pour d'avoir fait appel à moi. J'étais un peu étonné d'ailleurs quand j'ai reçu l'appel de la direction pour dire que vous allez m'entendre par rapport au trésor. Bon, je vous dirai le peu que je sais du trésor, hein, parce qu'il faut que vous notiez que j'ai eu beaucoup d'interruptions. J'ai commencé au trésor, mais j'ai eu beaucoup d'interruptions. Je pars, je viens, je pars, je viens. Et pour me présenter, je suis Madame Kodé Salimata Yvette. Je suis de la promotion René Coty, 1962-1964, à l'École nationale des services de l'homme du Paris. Donc, à ce titre, j'étais la première femme inspecteur du Trésor de Côte d'Ivoire. Ça, c'est ma présentation par rapport au Trésor. Donc, voilà, c'est ce que je peux dire. Ah, mais c'est intéressant. Mais déjà, à l'indépendance du pays, Oui. vous étiez déjà en activité. C'est ça. Parce que j'étais à l'école du Trésor de 1962 à 1964 à Paris. Et c'est en 1964 que je suis revenu en Côte d'Ivoire pour prendre mes fonctions au sein du Trésor. Alors, racontez un peu l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Ça s'est passé, vous étiez déjà majeur. L'indépendance de la Côte d'Ivoire, hein, parce que bon, tout le monde l'a vécu comme ceux de mon âge. Hein.
Donc on reprend l'indépendance, tout le monde l'a vécu. Oui, comme dans l'enthousiasme, on était content d'être indépendant. Je ne savais pas trop ce qui allait se passer, mais bon, le fait que moi indépendant nous mettait du bon au cœur. Donc, moi, c'est tout de suite après que, bon, quand j'ai quitté Notre-Dame, je faisais mes études, j'ai choisi de rentrer à l'École nationale d'administration de Côte d'Ivoire. La première promotion de l'École nationale d'administration de Côte d'Ivoire, où j'ai terminé en 1962. Et de là, nous avons été choisis parce qu'à l'époque, il fallait des cadres. Donc, les autorités faisaient le tour des écoles pour pouvoir choisir et envoyer les gens en Europe pour pouvoir avoir des cadres dans l'administration. C'est dans ce cadre que j'ai été coopté au niveau de l'ENA. On m'a dit, si en fin d'année vous avez votre diplôme, vous en en France. Et c'est ainsi que je suis parti à l'école du Trésor de Paris en 1962. 2 ans après, je suis revenu diplômé comme inspecteur du Trésor, comme je vous l'ai dit. Et j'ai commencé ma carrière au niveau du Trésor. Le premier poste que j'ai occupé, c'était chef du service de recettes douanières. Je suis passé sur le service qui existe encore. Bon, on va vous parler des choses anciennes. Hein. Oui, mais c'est toujours intéressant. Je ne sais pas si ce service existe encore. Donc, pour la mémoire collective. J'étais chef du service de recettes douanières. Et ça consistait à quoi? Vous étiez détaché au Trésor et à la dans douane? le Trésor, pas à la douane. Parce qu'à l'époque, c'est la douane qui émettait les bulletins. Et c'est le Trésor qui encaissait. Pareil pour les impôts. Les impôts, faisait la scène des impôts, on envoyait les bordereaux et c'est le Trésor qui encaissait. Il y avait une seule caisse. Voilà, c'est nous qui étions. Et puis il y avait cette grande séparation de ceux qui émettent et ceux qui encaissent. Donc moi j'avais la responsabilité d'encaisser les recettes douanières. Il y avait d'autres pour les impôts. Vous avez vu beaucoup de chiffres passer devant vous. Bon, c'est peut-être pas grand-chose aujourd'hui, on parle de milliards, de centaines de milliards, mais à l'époque, je pense que en fin d'année, mes recettes avoisinaient les 35 milliards, mon service, pas de mon service. Donc c'était de gros chiffres à l'époque, mais aujourd'hui c'est pratiquement rien. Tout est relatif dans la vie. Voilà. Ah, mais c'est intéressant votre histoire. Et donc, j'ai tenu ce service jusqu'en 1968. Et en 1968, je suis reparti, j'ai repassé le concours du cycle supérieur, je suis reparti à l'ENA. Et je suis revenu de l'ENA en 72-73. Et là, je suis revenu, j'ai été directement l'assistante du directeur général du Trésor à l'époque, qui était le ministre Seigneur Leval. Et 1 an après, il a été nommé ministre et il nous a demandé d'être dans son cabinet. Donc voilà la première interruption que j'ai eue, et qui le Trésor pour aller au ministère du Commerce, pour le chef de cabinet. Bon, plusieurs années après, avec des maternités, je me suis trouvé un peu fatigué. J'ai demandé à revenir dans mon administration. Et quand je suis revenu au Trésor... Juste une pause. Oui. Une pause. Curieusement, ça n'a pas été vraiment difficile. J'étais très accepté par tous les hommes qui étaient là. Effectivement, dans toutes les réunions, j'étais toujours la seule femme au niveau des cadres du Trésor. Mais je ne me suis jamais senti femme. Hein. Je ne me suis jamais senti femme. Moi, je travaillais avec des collègues. Et les collègues me le rendaient. Donc, je n'ai pas eu cette impression de discrimination. Je n'ai jamais eu cette impression. On a travaillé en bonne intelligence. Donc, j'oublie une petite parenthèse avant d'aller à l'ENA. J'étais l'adjointe du directeur de l'agence comptable. À l'époque, tout était des agences, des chanceliers diplomatiques et consulaires. J'avais demandé à me détacher un peu des recettes douanières pour pouvoir préparer mon concours pour aller à l'école, le cycle supérieur de l'école. Et quand j'ai réussi, je suis parti. Et c'est au retour de là-bas que je suis devenu être l'assistante du directeur général du Trésor, qui, une fois nommé ministre,
nous a demandé d'être avec lui dans son cabinet, au ministère du Commerce, je suis resté quelques années. Et comme je vous dis, avec la maternité, les maternités, je me sentais un peu fatigué. J'ai demandé à revenir dans mon administration d'origine, qui est le Trésor. Et donc, quand je suis arrivé, j'ai été nommé chef du service des règlements à la CCDP à l'époque, ACCDP, agence comptable des dépenses publiques, agence centrale comptable des dépenses publiques. Et je suis resté jusqu'en 83, et puis après, 83-84, j'ai été nommé encore chef de service des ordres de recettes et des produits divers. Et après, j'ai été nommé première femme fondée de pouvoir au Trésor. C'était 84-86. Donc j'étais fondée de pouvoir à la CCRP, agence comptable centrale des ressources publiques. Donc en 86, j'ai été appelé par Madame Aka, ministère de la Promotion de la Femme, pour faire partie des membres de son cabinet. Et c'est là que s'arrête réellement ma carrière au Trésor. Donc maintenant, les autres fonctions ont été faites en dehors du Trésor. J'ai été au cabinet de Mme Akambi. Après, bon, j'ai été au cabinet du président Dombaï comme conseiller technique jusqu'à son décès. Et bon, ben voilà, ma carrière a continué. J'ai terminé en fait totalement mon travail comme étant président du conseil d'administration à la Sodexo. C'était ma dernière fonction où je suis resté 7 ans. Et après ça, bon, ma retraite était accomplie. Je ne travaille plus. Voilà en gros ma carrière. C'est pour vous dire qu'au Trésor, j'ai eu beaucoup d'interruptions. Donc ça va beaucoup jouer sur les questions qui vont venir par la suite. Donc j'attends votre deuxième question. Oui, mais c'est intéressant parce que là, on a une pionnière en tout. Pionnier en tant qu'agent comptable, pionnier en tant que fondé. Alors, en tant que fondé, qu'est-ce qui avait véritablement changé Changer comment? En termes d'activité? Non, le fondé du pouvoir, bon, j'étais dans une agence, hein, donc je secondais l'agent comptable des ressources publiques. Donc, on peut dire que j'étais son adjointe. On était fondé de pouvoir. Voilà. Pour revenir pour votre temps de carrière ici au Trésor, quelles sont les innovations que vous avez vues changer depuis 62 jusqu'à 86? Oui, bon, pendant que j'étais au Trésor, la seule chose que j'ai déplorée, c'est qu'il n'y a pas eu en fait de promotion au niveau de la femme. Les femmes n'ont pas eu de promotion, ça je le dis, c'est dommage. Mais à l'époque, ça ne me posait même pas de problème, moi j'étais là pour travailler. C'est plus tard que je me suis rendu compte que vraiment aucune des femmes à l'époque n'a eu une promotion. La preuve, il y a 2 ou 3 qui m'ont contacté pour pouvoir entrer à l'école du Trésor, ils m'ont posé des questions. Et je les ai encouragées, elles sont rentrées à l'école du Trésor. Et à leur retour en Côte d'Ivoire, elles ont travaillé peut-être 2 ans, 3 ans, ne voyant pas exactement ce qu'elles attendaient. Elles ont toutes démissionné, elles sont parties dans d'autres administrations, comme par exemple la BCA ou les autres. Donc c'est vous dire qu'il y avait ce blocage-là, au niveau de notre époque. Mais par la suite, quand je suis parti du Trésor, j'avais des échos vraiment très favorables. Avec l'arrivée de, bon, je ne sais pas s'il faut dire les noms. Non, oui. J'ai vu que M. Charles Tibi Kofi a été nommé directeur du Trésor, et vraiment, en ce moment-là, j'ai entendu beaucoup d'échos. J'étais loin, mais j'entendais beaucoup d'échos, surtout côté social. On m'a dit qu'il avait ouvert une caisse pour aider les agents du Trésor, et que, surtout quand les gens partaient à la retraite, ils avaient droit à une petite partote, ce que nous n'avons pas connu. Donc, bon, on a quand même fait un pincement de cœur parce qu'on a été les premiers quand même à faire avancer le service. On n'a pas eu ça. Et c'est pas grave. Chacun a sa chance dans la vie. Puis chaque époque a ses réalités. Donc, il ne faut pas s'arrêter à ça. Mais j'ai beaucoup aimé cet aspect. Et même jusqu'à la création d'une banque, une banque du Trésor, c'était une nouveauté. Nous n'avions pas ça à l'époque. Et donc, quand je suis parti vraiment de loin,
Voilà le côté positif que je voyais du Trésor et que j'ai admiré. Après tout, c'est mon administration de cœur. Ouais. Voilà. Vous avez été sous combien de DG au total? De 62 à 86, on peut citer les DG. J'ai eu d'abord le premier, bon, c'était pas un DG, c'était à l'époque, c'était, on appelait ça trésorerie générale. C'était d'abord le ministère de l'Ébat, le premier. Ensuite, quand je suis revenu, j'ai eu M. Adama Koné, malheureusement qui est décédé. Et après, je crois que j'ai eu M. Oumar Koné. Oumar Diarra, merci, qui est malheureusement décédé. Et après, j'ai eu M. Ngolo Koulibaly, avec qui j'ai gardé un très bon rapport jusqu'aujourd'hui. Voilà les DG que j'ai connus pendant mon passage au Trésor. Si vous aviez l'occasion de faire changer quelque chose au Trésor, ce serait quoi? Bon, d'abord, je pense qu'il faudrait, pour parler, il faut connaître des structures nouvelles du Trésor. J'avoue, je ne sais pas comment le Trésor a été restructuré. Donc, je ne peux pas avancer des choses sans me tromper. Donc, je ne connais pas la structure actuelle. Je me rends compte que ce n'est plus du tout comme nous étions quand nous étions ici. Même des services sont changés d'appellation. Donc, pour pouvoir donner un jugement, il faut savoir de quoi vous parlez. Donc, je ne sais pas actuellement. Si j'avais su plus tôt que j'avais cette interview, j'allais me renseigner encore sur une autre Trésor. Mais je ne l'ai pas fait. En quelques jours, je suis venu. Oui, mais c'est toujours intéressant. Est-ce que vous avez un souvenir particulier? Dans quel domaine? Avec votre passage au Trésor ici, peut-être au cabinet d'un des DG, ou bien avec un des DG, est-ce que vous avez un souvenir, quelque chose Non, qui vous tient? pas quelque chose de particulier. Non. Moi, ce que je retiens, c'est que j'ai jamais senti de différence entre hommes et femmes. Ça m'a frappé. Partout où je suis passé, j'ai été accepté et j'étais la seule de tout le monde. Je crois que j'ai fini par croire même que j'étais un homme. Parce que je me fondais dans ce groupe d'hommes avec lesquels je travaillais. Je n'ai jamais eu cette impression. Ça m'a frappé. Alors pour revenir un peu en 62, qu'est-ce qui vous a motivé à choisir le Trésor? Il y avait les impôts, la douane, comme vous avez dit, il y avait d'autres choses. Pourquoi En fait, quand j'ai fini dans Notre-Dame, je me proposais à être sage-femme ou bien assistante sociale, mais j'ai été conseillé. Il m'a dit non, il y a une nouvelle école qui s'ouvre, parce que c'était la première promotion de l'école nationale d'administration, qui s'ouvre et qui a vraiment un avenir. Alors je me suis dit, bon, pourquoi pas, je vais tenter. Nous avons été 3 candidates parmi le nombre de candidats, nous étions 3 candidates femmes. Il y a l'une, j'ai oublié son nom, mais il y avait Madeleine Yao, Madame Chikaya et moi qui avons réussi. L'autre n'avait pas réussi, donc j'ai complètement oublié son nom. Nous étions les 2 femmes de la première promotion de l'École nationale d'administration de Côte d'Ivoire. Donc, je suis rentré, et comme, bon, à l'école, j'étais assez bonne en mathématiques, il y avait 3 grandes administrations, il y avait le Trésor, il y avait la douane, les impôts et même la magistrature. Et je me suis senti tout de suite attiré par la section Trésor, la section financière plutôt. Parce que dans la section financière, il y a la sous-section Trésor, sous-section impôts, sous-section douane. Et moi, j'ai choisi le Trésor comme ça. Vraiment, je ne peux pas vous dire pourquoi. Je me suis senti attiré, je suis entré au Trésor. Et à la fin de l'année, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les responsables cherchaient des cadres, à former des cadres pour vraiment remplacer les coopérants qui étaient là. Ils sont allés nous trouver à l'ENA pour dire, bon, est-ce que ça vous intéresse? Tout ça, je dis, oui, ça m'intéresse. Si vous avez votre diplôme de fin d'année, on vous envoie en France. Et c'est ainsi que quand j'ai eu le diplôme, je suis tout de suite parti en France pour l'école du Trésor, pour être la première femme inspecteur du Trésor. Voilà. Vous avez eu quelques rapports avec des coopérants? Ah oui, plusieurs fois, même à mon retour, il y avait encore des coopérants. Je ne me rappelle plus trop leur nom, mais le dernier dont je me souviens s'appelait M. Dumarty. M. Dumarty, avec qui j'ai beaucoup travaillé à la CCDP. Et puis Mme Baudin. Mme Baudin. Voilà des noms qui me sont restés. Voilà.
les anciens peuvent se souvenir d'eux. Alors que ce soit ici, que ce soit au cabinet du ministre et autres, quand vous regardez dans la trajectoire de votre parcours, quelles sont les valeurs qu'il faut pour réussir? Bon, je crois qu'il faut se donner à cœur. Il faut se donner vraiment son travail. Il faut aimer ce qu'on fait. Pas trop de calcul. Chercher à savoir est-ce que je vais gagner ceci ou non. Vous avez choisi de faire telle chose, il faut le faire avec foi. Le reste suit. Je n'ai jamais eu à calculer. Quand je suis nommé quelque part, mon souci premier, c'est de faire réussir ma mission. J'ai toujours été guidé par cela. Et peut-être que ça vient aussi non seulement de l'éducation que nous avons reçue à la maison, mais surtout des religieuses qui m'ont formé à Notre-Dame du Plateau. Donc c'était vraiment ça m'a marqué. Il faut se donner à ce qu'on fait, pas chercher à comprendre. Si je dois gagner ceci, je dois gagner. Ça ne nous venait même pas à l'idée. Alors maintenant, bon, les choses ont changé. Hein. Les choses ont changé. C'est l'argent en vitesse. Les choses ont beaucoup changé malheureusement. Sinon, à notre époque, on se donnait au travail. Alors parlons de Notre-Dame, quand vous sillonnez un peu, quand vous sillonnez un peu les rues du plateau, Oui. c'est des pages de nostalgie qui défilent. Ça c'est sûr, chaque fois que je passe dans la rue du grand collège Notre-Dame, je situe toujours mon trottoir. Et c'est toujours, ça me fait toujours chaud au cœur. Toujours chaud au cœur. Nous avons une amicale qui fonctionne. J'étais parmi les premières fondatrices. Mais malheureusement, donc, avec mes fonctions, je me suis un peu retiré de tout ça. Mais l'association existe toujours, elle est dynamique, elle continue de fonctionner. Mais je ne participe plus tout parce que je n'ai pas trop de temps. Voilà. Alors votre carrière professionnelle, et vous en avez parlé tout à l'heure avec la maternité, c'est-à-dire la famille. Oui. Comment vous avez réussi à lier les deux? Oui, bon, effectivement, c'est une très bonne question. C'était pas facile. Pas facile, mais on avait à l'époque le temps quand même de s'occuper de la famille. Puisque à l'époque, on descendait à midi et on mangeait à midi, on revenait à 14 heures. Donc on avait le temps de contacter les enfants, de voir comment ça va, et puis on repartait l'après-midi. Donc on avait le temps de s'occuper des enfants. Ce n'était pas que les bonnes qui s'occupaient de nos enfants, on était là nous-mêmes. En tout cas, merci pour ce conseil. On va essayer de partager ça au maximum à tous ces jeunes mamans aujourd'hui qui sont en prise aux Les choses ont difficultés. changé, les mamans ne peuvent plus faire comme nous. Hein. Quand elles partent le matin, elles rentrent la nuit. Donc je ne sais pas comment elles font, mais vraiment, ce n'est pas facile pour elles. Nous avons eu la chance. On accompagnait les enfants à l'école le matin. On les récupérait à midi, on mangeait avec eux. Et l'après-midi, on les dépose et puis on revient au travail. On avait ce temps-là. Donc il y avait un contact permanent avec nos enfants. On les suivait de plus près. Mais nous, les jeunes mamans actuellement n'ont pas cette chance-là. Et vraiment, ça me fait, je ne sais pas comment elles font. Elles doivent avoir mal au cœur parce que c'est d'autres personnes qui s'occupent de leurs enfants. Peut-être le week-end. Peut-être le week-end, sinon ça ne doit pas être facile pour elles. En tout cas, merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Nous allons recueillir vos derniers mots. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire à l'ensemble des agents du Trésor de mettre un nom sur le visage d'une pionnière et qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne On retient de moi. de votre passage au Trésor? Vous avez fait ce que vous pouvez. Ben, moi, je pense que c'est ceux qui ont vécu avec moi qui peuvent le dire. Hein. Moi-même, je ne peux pas me juger. Je ne peux pas me juger. Beaucoup de personnes m'ont connu au Trésor. Donc, c'est eux qui peuvent parler de moi. Mais moi-même, je pense avoir fait ce que je devais faire. Par contre, ce que je peux conseiller aux jeunes de maintenant, qui ne s'attachent pas trop au matériel, qu'ils fassent leur travail, ils auront la récompense. La récompense est toujours au bout de l'effort. Il y a autre valeur que l'argent? Les hautes valeurs, il faut l'intégrité. Pour que nos enfants soient intègres. Il faut qu'ils se détachent un peu de cette recherche effrénée de l'argent. L'argent peut vous entraîner à des choses que vous n'avez pas prévu faire. Donc, et souvent, nous voyons des dérives de ce genre et ça fait mal au cœur. Qui se donnent, ce qu'ils doivent avoir, ils auront. Ils auront à la fin de leur carrière. Donc, vraiment, c'est le conseil que je peux donner. Et ils n'ont qu'à être honnêtes et puis je recherche à faire un travail bien fait. C'est toujours récompensé. Vous pensez peut-être que les gens ne savent pas,
Mais des gens remarquent toujours le travail bien fait, l'honnêteté des gens. Voilà. Merci. Il y a ma grande sœur, c'était mon aînée à l'ENA, et c'est la première fois que je vais en parler en public. Hein. Les gens, je crois qu'en Côte d'Ivoire, les gens ne savent pas que nous étions 2 femmes de la première promotion de l'ENA. On n'a jamais parlé de moi, mais je ne m'en suis jamais plaint. C'est aujourd'hui qu'ils s'en parlent. Nous étions 2 de la première promotion de l'ENA. On n'était pas seuls. Nous avons préparé le concours ensemble. Nous sommes rentrés le même jour ensemble à l'ENA. Nous avons fait le tronc commun ensemble. Et c'est quand il fallait choisir La diplomatie. voilà, elle a pris la diplomatie, moi j'ai pris le côté finance. Et voilà, on était dans la même école, mais chacun avait vraiment sa branche. Sinon, je voudrais aujourd'hui qu'on retienne qu'elle n'était pas seule. Je respecte sa mémoire, c'est ma grande sœur, et parce que nous étions tous, une fois que ce soit retenu pour une fois. Voilà. Vous l'avez vu être nommé trésorier payeur général. Il a été nommé devant vous? Non, en fait, quand il est venu nous embaucher, nous contacter au niveau de l'ENA pour nous envoyer en France, il n'était pas encore trésorier payeur général. Il était chef, je crois, aux finances. Il était aux finances d'abord. Chef du grand personnel, je ne me rappelle plus exactement son titre, mais il était d'abord aux finances avant d'être nommé le premier trésorier payeur général de Côte d'Ivoire. Voilà, mais quand il nous embauchait, il n'était pas encore trésorier payeur. C'est à mon retour que j'ai trouvé trésorier payeur général de Côte d'Ivoire. La gestion du premier Africain à ce poste et puis celle des coopérants, est-ce qu'il y avait une différence? Mais les coopérants travaillaient avec lui. Donc la gestion avant ça, je ne l'ai pas connue. Moi, j'ai connu la gestion avec le trésorier payeur général et les coopérants. Les coopérants étaient là avec nous. Et c'est au fur et à mesure que les cadres sortaient des écoles qu'on les remerciait. Voilà. Merci. Je vous en prie. Ça tout. Il y a une voix. J'ai une message ici. Bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Très bien. Présentez-vous. Je suis monsieur Yapis Sébastien, infirmier à la retraite. Monsieur Yapo, mais vous êtes bien conservé, on dirait que vous continuez. Je suis plus stressé comme auparavant. Comment on appelle, je suis libéré parce que je suis, comme on le dit, je suis à la retraite. Je profite de ma retraite. Et pas aux préoccupations. C'est ça qui fait que vous me voyez un peu, disons, joyeux. Je n'ai pas le stress du travail qu'il faut se lever à 4 ou 5 heures du matin, être à l'heure au service avant 7 heures. Je n'ai plus cette pression. Et là, vous êtes où? Je suis pas loin, je suis à 40 km d'Abidjan, mon village, à Alépé. J'ai une famille ici, moi-même je suis à Alépé, je viens chaque 2 ou 3 jours à Abidjan pour voir les familles et puis je retourne. Alors, monsieur Yapo et le trésor, ça a commencé comment? Effectivement, ça a commencé le 2 novembre 1995, où j'ai été affecté au trésor venant du CHU du Pougon. J'ai affecté, nous étions 2 infirmiers pour l'ouverture, pour la création et l'ouverture de l'infirmerie du trésor. C'était le 2 novembre 1995. Venez, collez-vous un peu à là. Voilà. Très bien. Donc, vous venez du CHU. Je suis de Pougon. Nous étions les premiers appris en 88, on a créé le CHU, je suis parti de là en 1995. Monsieur Yapo, vous êtes toujours premier partout, on dirait. On dirait. Vous étiez parmi les premiers employés, les premiers médecins au CHU de Pougon. Les premiers au trésor. Non, reprenez bien cette partie-là pour qu'on comprenne bien. Pour qu'on sache que vous êtes exceptionnel. Je suis arrivé d'abord affecté l'intérieur au CHU de Pougon en 88. Par la vague d'infirmiers qu'on devait ouvrir le CHU de Pougon. Après au moins 7 années d'activité, moi j'ai demandé à sortir du CHU. Et le trésor en ce moment cherchait du personnel pour ouvrir son infirmerie. Nous étions au moins 14 sur la liste. Et on a pu choisir que 2 personnes, nous dernièrement, qui avons ouvert l'infirmerie du trésor.
Ça, c'était le 2 novembre 1995. Félicitations. Alors, quelle est la différence entre un hôpital public comme le CHU et puis au Trésor? Il y a des pathologies particulières ici? C'est les mêmes pathologies qu'on retrouve, hein, parce qu'on retrouvait ces mêmes pathologies, quand ça nous dépassait, on a oublié de les ramener encore au CHU. Donc ici, nous ne donnons que les premiers soins. Que les premiers soins des urgences. Et quand ça nous dépasse, depuis l'arrivée de l'ambulance, dès que ça nous dépasse, on les évacue dans les formations sanitaires les plus proches. Alors, à bien voir, c'est un peu dans le dispositif de médecin d'entreprise. D'entreprise, justement. Alors, les agents ici, ils sont comment? Ils sont beaucoup stressés? Ah, ça au départ, nous, on n'avait pas su qu'on pouvait trouver ce genre de stress même au Trésor. Parce que la personne du travail faisait que, pour même parler, pour avoir une permission pour aller prendre des soins, c'est difficile. Donc, dès qu'on a ouvert l'infirmerie, c'était un soulagement pour nous. Mais on ne savait pas que le Trésor seul, on savait presque tous ceux qui venaient au plateau. Il y a la fonction publique qui était à côté. Il y a la CND qui était là, tout le monde venait. On était les premiers à l'époque. Parce que la MIGESI était à côté, donc les gens venaient tout seuls. Les après-midi, là, il y a un médecin qui venait que les après-midi. Nous, on était 2 infirmiers le matin. On assure le matin jusqu'à quand il y a des urgences. On prévoit la conseil de prendre les urgences en les traitant, puis on les met l'après-midi. Dès que le médecin vient, il réalise tout ce qu'il a fallu des gens d'expérience. Ma collègue avait 17 ans d'expérience. Moi, quand je venais, j'avais 14 ans d'expérience. Donc, ça veut dire que le médecin même qui venait l'après-midi n'a pratiquement rien à faire. De toute façon, le maîtrisait. Moi, il sortait des urgences et la RIA. Ma collègue aussi sortait de la RIA. Donc, c'était des 2 ou 3 personnes d'expérience qui sont venues là. Donc, on maîtrisait tout. On n'a jamais eu un cas à évacuer. Ça, c'est notre fois. On maîtrisait les malades jusqu'à ce que le médecin nous m'arrive. Des fois, au téléphone, on l'appelle. On peut me donner des consignes à faire ça, maintenant. Mais si ça ne va pas, des fois, on laisse le service, on arrive. Bon. C'est comme ça que nous avons travaillé jusqu'en 2004. Avec l'arrivée de M. Dibi, on a créé le centre médical du Trésor. Dès qu'on a créé le centre médical du Trésor, j'étais déjà à un niveau. Et ce jour, il venait pour visiter, j'étais derrière lui, on faisait, lui, il me connaît très bien. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui est sans façon. Et puis il est humble. Et puis on montait l'escalier, j'ai dit, mais patron, c'est une infirmerie, mais c'est un centre de santé. Il dit, non, c'est un centre médical. On peut reprendre cette partie, c'est une infirmerie. Il a posé une question, est-ce que c'est une infirmerie? Parce qu'on sort d'une infirmerie. C'est une infirmerie ou bien c'est un centre? Il dit, non, c'est un centre médical. Il y aura des médecins ici. Et puis vous allez travailler 24 heures sur 24 heures, on va s'occuper de vous. Parce que vous n'allez pas travailler et puis on va regarder les beaux yeux. Donc, ça nous a vraiment encouragés. De 2 infirmiers, nous nous sommes retrouvés à presque, en l'espace de quelques années, 3-4 ans, on se retrouve avec plus de 30 infirmiers sages-femmes. Et les médecins, il y avait des médecins. Les médecins aussi, il y avait des professeurs qui étaient avec nous. Maintenant, il y a un professeur qui est là. Il y a 2 professeurs qui étaient là. Donc, toutes les spécialités étaient presque au Trésor. Donc, les gens n'avaient pas besoin d'aller ailleurs. Donc, on travaillait. Jusqu'à il y a eu le centre élargi. Il y a eu un administrateur qui est venu. Après l'administrateur, il y a eu comme on appelle un service administratif. Et puis, il y a un service côté médical. Et le centre médical est dirigé par un administrateur général. Il s'occupait de la partie gestion. Et puis, le médecin-chef s'occupait de la partie médicale. Il y avait son équipe. Donc, il y avait coordonné par l'administrateur. C'est pour ça que nous avons fonctionné. Après, il y a eu l'arrivée d'un surveillant. Le surveillant du service a fonctionné. C'est pour ça que nous avons fonctionné jusqu'à ce que je parte à la retraite. Félicitations. Un centre médical pour les agents du Trésor ou avec leurs familles? C'est un centre médical pour les agents du Trésor et leurs familles. Nous sommes, comme nous sommes africains, moi je peux avoir ma famille, je peux avoir mes cousins, je veux tout ça pour des soins, je suis obligé d'aller solliciter les services. Et les entreprises, quand ils viennent, on n'utilise pas parce que dans ce métier, on ne fait pas le choix. Dès que vous voyez quelqu'un qui souffre, même si il n'est pas de chose de votre service, vous pouvez lui donner des soins. Et ça, on le faisait. On le faisait partout. C'était le sens même de l'infirmerie qu'on a ouvert au Trésor. Alors, comment ça se passait pour les agents du Trésor qui sont dans d'autres localités, comme celles de l'intérieur, comme ça? D'autres localités, c'est l'intérieur, d'autres
quand ils ont des soucis, ils viennent à Abidjan pour les courses, ils profitent pour venir se faire soigner. Sinon, ils peuvent se soigner dans l'intérieur. Parce qu'étant des fonctionnaires, ils ont leur cadre mutuel, ils peuvent se soigner. Mais dès qu'on a instauré la MASI, qui était une mutuelle du Trésor, qui est devenue la MASI, là, on avait conventionné des centres à l'intérieur du pays par où les gens se soignaient. Donc on les réfère ici. Mais quand on les réfère ici, ils viennent. Si nous n'avons pas les moyens ou bien le plateau adéquat pour les soigner, on est obligé de les évacuer avec l'ambulance vers les formations conventionnelles. Là, sinon, ils s'essayaient avant même, ils se soignaient à l'intérieur, ils se soignaient partout. Mais dès qu'ils viennent à venir, on s'occupe du. Très bien. Alors, tu coupes, oui. Pour avantage, on est au trésor où on parle de finance, on parle de comptabilité, mais vous, c'est l'être humain. Alors, avec le regard du médecin, du traitant, que les gens, de loin, quand on regarde le trésor, on se dit, bon, c'est le paradis parce qu'il y a beaucoup d'argent ici. Mais vous qui soignez les gens au quotidien, est-ce que vous confirmez que les gens sont si heureux que ça, ou bien la maladie existe pour tout le monde? Non, la maladie existe pour tout le monde. Devant la maladie, il n'y a ni pauvre ni riche. Tout le monde est sur le même pied d'égalité. Mais le plus qu'ils ont, c'est que pour eux, au lieu d'aller dans les formations sanitaires, ils ont ça sur place. Ils reçoivent les premiers soins. Après, quand ça nous dépasse, on évacue. Ça, c'est dans tout le monde sur le même pied d'égalité. La preuve, on soignait les gens qui sont des indigents venus se soigner. Les gens qui sont au plateau viennent se soigner. Ils viennent vous apprendre, monsieur, j'ai tel problème, est-ce que vous pouvez me soigner? On leur donne des soins qui sont bons. Surtout qu'on leur donne des ordonnances, ils peuvent payer les médicaments. L'essentiel, on leur donne des soins. Alors, on ne faisait pas de différence. C'est très bien. Maintenant, nous allons terminer par des questions assez simples. Quel a été votre plus grand souvenir? Vous avez été là, je pense, si vous avez terminé votre carrière en quelle année? En 2015. 2015. De 95 à 2015, disons 20 ans. Alors, quels sont les DG que vous avez connus et votre plus grand souvenir? Le DG, j'ai connu dans l'espace de mes années, j'ai connu au moins 7 DG. Parmi les 7 DG, On peut les citer. Hein? Il y a M. Wadou, Julien, et M. Yasson Noël. C'est les 2 DG que j'ai trouvés là. Après, il y a eu M. Yahi, et M. L'autre qui est décédé. Après le coup d'État, il y a eu M. Yahi qui est venu. Après M. Yahi, il y a eu appel à la candidature, qui a fait appel à M. Dibi. Dibi, quand il est venu, le peu de temps que M. Dibi a passé au trésor, il a révolutionné le trésor. Si vous promenez dans toute la Côte d'Ivoire, que vous voyez que les trésoreries sont nouvellement conçues, il y a des restaurations partout, c'est l'œuvre de M. Dibi. Ça, il a poussé une nouvelle ère au trésor. Et tout le monde avait envie de travailler, tout le monde avait envie de travailler avec monsieur parce que lui, il ne bâtit pas le travail. À 6h30, il est dans le service. Je vous ai rappelé une anecdote. Avant qu'il ne parte, un jour à 6h, 7h moins, il est venu, il est rentré dans le service. Il patron a quelque chose, il dit non, il suis venu chercher par là. Il s'est promené dans le service, là, il touche de murs partout. Il n'a même pas eu un coup de poussière. Il a dit qu'il avait la chambre, il n'a pas eu de poussière. C'est tout ce que je suis venu chercher. Puis il a démarré la voiture, il est parti sur le tableau. Nous tous on était étonnés. Ça nous a dit que vous fallait être là. Même si c'est 7 heures, il faut être au service avant 7 heures. Surtout que nous occupons une partie sensible. C'est-à-dire que l'homme, à tout moment, quelqu'un peut tomber malade. Même la veille, quelqu'un peut avoir un problème. Et puis il s'amène. Il n'est pas là, il n'allait pas attendre l'heure pour le secourir. Donc ça nous m'a embarqué. Après lui, il y a eu l'arrivée la première DG femme du trésor, Mme Guéguénama, c'est l'aide de M. Dibi. À partir de ça, on parlait, mais c'est maintenant pas des gens, pas que les gens, lui, le trésor a commencé à Après ça, il y a eu la vague des trésoriers qu'on a nommés aller à l'intérieur dans les ambassades. Ça, c'est sous l'aide de M. Dibi. Puis au niveau des émoluments, vous voyez les agents du trésor sont en costume. C'est l'aide de Dibi, ça. Dibi a dit un moment qu'il ne veut plus voir les agents du trésor en chemise pâle. Donc tout le monde s'est mis en costume. Si vous voyez les jeunes, les agents qui sont en costume dans le service, vous voyez, c'est l'aide de Dibi.
Parce que le monsieur expirait le travail. Quand vous le voyez, vous avez envie de travailler. Il y a d'autres qui sont venus, ils ont emprunté la voie. Mais pas, on ne peut pas imiter quelqu'un. D'autres pouvaient faire mieux que ça. Mais il y a des gens qui ont suivi la trace. Après, M. Kone et M. Dibi, il y a eu M. Kone Adama, il y a eu son équipe, il y a eu M. Assaoré, il y a eu M. Comment s'appelle Assaoré, et puis, oui, il y a eu M. Assaoré, après l'arrivée de M. L'actuel directeur, je crois que c'est un boom. C'est un boom. Tous nous qui sommes partis, nous avons envie de revenir. Parce que nous savons qu'il y a des belles choses derrière, mais on ne peut plus revenir. Mais néanmoins, l'aide de Assaoré nous a poussé à créer une amicale qu'on appelle l'association des retraités du trésor public. Cela veut dire que vous pouvez partir du trésor, mais vous appartenez toujours à trésor. Parce que dans votre vie active, vous appartenez aux syndicats, aux associations. Mais à la retraite, vous êtes obligé d'être ATPCI parce que c'est une association qui est créée pour vous jusqu'à ce que vous mourrez. Donc ça s'appelle Association des retraités du trésor public. Là, ça regroupe tous les anciens. Okay. Tous les anciens. Merci. On laisse passer la dame. Le social est vraiment important pour un bon rendement. Parce que vous insistez beaucoup sur la portée du social. Vous voyez que les agents étaient à l'aise, tombaient moins malades parce qu'il y avait beaucoup de social. C'est important le social? C'est très important. Parce que l'homme vit dans la société. Il faut que le social l'accompagne. Mais si j'ai des soucis, que je viens m'asseoir au travail, j'ai la tête à la maison ou quelque part, mais je ne suis pas moralement prêt pour travailler. Vous allez voir, je suis au travail, mais je ne travaille pas. Pourquoi socialement, vous avez pris des problèmes, vous pouvez avoir des problèmes de soucis financiers, de santé, tous ces problèmes sont résolus. Vous êtes à l'aise, vous pouvez travailler tranquillement. Vous pouvez travailler tranquillement. Dans le social, c'est important. Parce que notre directeur qui est là, nous sommes là, tous ces directeurs que j'ai touchés se sont battus. Ils ont mis un accent sur le social. On a créé une centre médical. Ils ont créé une assurance. Des fois même, à des sorties. On se retrouve. Et après, vous savez, au trésor, si vous voyez le Maracana que les gens ont, M. Assaoré, qui est là, c'est un grand joueur de Maracana. On s'est connus en 1998 à la BAE. C'est moi qui couvrais les matchs. Et là, j'ai connu monsieur. Il a un petit surnom. Il s'appelle Jaco le Coquin. Parce qu'il a tête à l'image des buts. Ça m'a marqué. Mais quand il me voit, il m'appelle docteur. Et actuellement, on ne peut plus jouer avec ça parce qu'il est vraiment haut niveau. Mais c'est qu'il y avait cette familiarité au trésor. La courtoisie, ça passait. C'est-à-dire que vous avez un problème, tout le monde est là. Vous avez un problème, tout le monde est là. Donc, ça résout maintenant. Sinon, le social va avec le service. Parce qu'une fois que vous faites du social, tout passe à vous. Alors, un conseil pour qu'on se porte bien, on soit rayonnant à la retraite comme vous, qu'est-ce qu'il faut en termes de santé? Dormir tôt, manger bien, suivre son régime. Il y a les régimes, bien sûr. Moi, je dis, je donne un exemple. Je ne bois pas, je ne fume pas. Déjà, ça peut dire que donc, je dors suffisamment pour faire des régimes équilibrés, et bien des régimes équilibrés africains, on sait ce qu'on mange. Il faut savoir ce que tu manges. Parce que c'est ça qui est la base de notre maladie. On ingurgite tout ce qui passe et puis on mange, mais en fin de compte, on a des problèmes. C'est ça. C'est la base. Et puis il a veillé à ta santé. Moi, par exemple, je suis là. Je fais chaque 3 mois, je fais mes bilans de santé. Je viens dans mon ancien service, je fais mes bilans de santé. S'il y a un autre problème qu'on ne peut pas gérer ailleurs, c'est comme ça que je prends mon problème. Donc, manger bien sur son côté santé et puis faire fi de tout. Les problèmes, ça existe jusqu'à la mort. Mais il ne faut pas toujours se baser sur les problèmes. Moi, je fais fi de tout ça. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez voulu voir faire? Il peut venir. Est-ce qu'il y a... On va faire... Alors, juste savoir s'il y a des projets, des rêves qui n'ont pas été aboutis, quelque chose que vous auriez bien voulu voir faire. De mon côté, j'avais voulu de façon... Parce que dans notre milieu, l'évolution professionnelle est tellement difficile. C'est maintenant qu'il y a une situation qui s'est décantée au ministère de la Santé, au ministère de la fonction de la santé. Les jeunes de maintenant peuvent évoluer. Actuellement, vous voyez, il y a un seul qui est docteur en soins infirmiers. C'est le seul qui est là. Dès que vous arrivez, vous faites votre spécialité, vous êtes bloqué. Donc maintenant, on peut aller jusqu'au doctorat. Ça, c'est l'œuvre de ce que nous avons entrepris depuis un certain temps. C'est quand on dit dans la vie, là, vous commencez
vous partez, les hommes profitent. Actuellement, tout le monde est heureux au trésor. Parce qu'ils ne savent pas ce qui s'est passé dans les années 2000 jusqu'à maintenant. Tout le monde est heureux au trésor. Vous attendez, j'ai envie de travailler au trésor, je veux venir au trésor, mais il y a un travail qui est fait en profondeur. J'espère que tout le monde voit les trésors, je veux venir travailler au trésor. Vous en avez souffert? Je n'en ai pas souffert, mais c'est chaque chose à son temps. Chaque chose à son temps. On ne peut pas en vouloir aux autres. Actuellement, les électriques sont là, les enfants profitent. Moi, je ne me plains pas, mais on essaie de s'adapter même. On ne peut pas faire comme eux. Chaque chose à son temps. Moi, je n'en veux pas, mais chaque chose à son temps. Oui, c'est bien. En tout cas, merci beaucoup pour toute cette contribution. Oui. Quand vous rêvez, vous demandez qu'on soit là autour de 7h30, c'est toujours en application? C'est toujours en application, c'est le trésor estime pour ça. Il y a des heures de pause. 7h30, vous avez les pauses. À midi, midi 30, 13h, vous reprenez. Ça, c'est plus du rigueur. Ça, c'est l'heure de l'administration. Mais il y a des gens qui vont au-delà de ça. Moi, j'étais ici 7h30, mais des fois, je vais jusqu'à autour de 20h. Il y a une petite histoire. L'arrivée de l'ambulance au trésor, vous savez comment c'est venu? J'étais au service jusqu'à 19h et quelques. Mon téléphone sonne à l'infirmerie. J'avais peur, je dis, mais qui m'appelle à cette heure-ci? Je prends le téléphone, la secrétaire du DG me dit, Yako, bonjour, je sais que tu es là. Il y a l'ambulance qui arrive, il faut le réceptionner, et puis le lendemain, tu remets la paix. Il m'a dit, mais tu as comment ça? Il dit, mais je sais que tu es toujours là, tu vas attendre. Ouais. Je ne suis jamais parti, je viens tôt, je ne suis jamais parti avant 20h au trésor. Même les samedis, dimanche, des fois, je viens ici. Ça, c'est moi, je ne suis jamais parti. Donc, je vais tard, je viens tôt, je vais tard, c'est resté sur moi. Merci beaucoup pour votre contribution. Et encore bonne carrière. Merci bien. Bonne suite de carrière, même si vous êtes à la retraite. Alors, M. Yanko, Oui. ça en posant vous maintenant, hein, pour votre carrière professionnelle, aussi bien au CHUC, qu'est-ce que vous pensez, vu que nous sommes près de la naturothérapie, les gens qui souvent se fient plus au plan. C'est la profession. Je préfère que vous veniez dans le médical, vous prenez tous les renseignements. Et puis si vous allez que vous n'êtes pas convaincu, que vous ajoutez le traditionnel, ça va bien. Mais à savoir doser. Parce que la plupart de ce que nous rencontrons, c'est les intoxications. Ça, il faut le dire, intoxication. Vous avez plein d'insulinats rénaux, plein de tout que vous voyez. Les gens prennent des décoctions, plein de médicaments avant de venir à l'hôpital. Dès qu'ils voient qu'il y a un problème, ils meurent. Je suis allé à l'hôpital, on ne m'a pas vu soigner, mais il y a longtemps qu'ils traînaient la maladie. Il y a des gens qui ont l'appendicite. Vous voulez lever le appendicite, on s'assoit, on s'en prie, on dit non, il faut prier. Même dans l'évangile, on dit, mais va à l'église, va au moins te soigner, il ne faut pas rester là prier. Il y a des gens qui ne font pas de transfusion. Mais quand ça ne va pas, là, vous priez la transfusion, la personne en limite. Mais les deux vont ensemble, il faut savoir le faire. Il faut savoir le faire. Moi, j'ai toujours dit, quand ça ne va pas, je suis en médecine, quand ça ne va pas, on peut associer l'autre le faire. Sinon, les deux vont de pair, mais il faut savoir faire, prendre le juste. Vous savez, les gens exagèrent. Parce qu'il va aller à l'hôpital, on me donne une ordonnance. Ça coûte 10 000, 13 000. Je ne peux pas. Il y en a d'autres choses, me donne 1000 francs, il paye une correction, du bois, il met. Mais au contraire, la maladie m'enfonce. Au stade où je ne peux plus, je vais à l'hôpital, on dit qu'il est mort. On dit viens, il est parti mourir à l'hôpital parce qu'on n'a pas pu le soigner. Vous savez, ça, moi je comprends ça. Mais dans ma famille, ma couple, je n'ai jamais fait simple lavement même là. Si je vous dis que ça fait plus de 50 ans, je ne sais pas ce que c'est que lavement. Et j'ai dit à ma femme, mes enfants, ma femme elle se cache, fait ces choses, mais les enfants là, sont habitués. Je n'ai jamais fait de lavement de suite. Ça ne va pas, je sais comment je fais quand je dégage, c'est ça. Ils sont prendre la main. Mon premier poste, deuxième poste, il y a une dame qui a purgé son enfant qui n'a même pas une semaine. Elle a purgé l'enfant. Il y a eu la contorsion des intestins. Et ce jour-là, il y avait un jeune médecin qui était avec moi. Il a déterminé la main, qu'il dit à M. Yako, l'enfant est en train de faire une appendicite. J'ai dit, comment? Ça fait combien de temps? Il a fait une occlusion. Combien de temps l'enfant ne va pas d'accord? Et l'enfant a dit, effectivement, on a évacué l'enfant en portée. On a dit que c'était une occlusion intestinale. Pourquoi? Parce qu'on lui a fait de lavement, l'enfant n'a pas pu évacuer. Il y a eu contorsion des intestins et puis il n'allait pas. Il fallait l'ouvrir, enlever cette partie, et puis faire coller et puis il y a comme ça. Donc quand les enfants vont voir la colère, où ils sont constipés, il y a des produits qu'on prend, ce n'est pas forcément les lavements. Merci.
C'est une très bonne Ça idée.